Chers amis, mesdames, messieurs, bonjour, merci d'être là. Je remercie Victor Steketa qui me fait l'honneur d'accueillir la présentation de ce travail, le long duquel il m'a guidé durant 5 ans. Et je remercie Carlo Ossola, le professeur Carlo Ossola, qui de ce cheminement dans ces lieux avait aperçu le parcours avant même de son commencement. Les mots ne sont pas mon langage, le français non plus, et c'est avec reconnaissance, Victor, et très grande humilité que je prends la parole dans cette salle. La fracture visible dans le principe d'un contact, le symbolon, du grec symballo, recompose l'ensemble de 2 parties disjointes. Le symbole indique, on le sait, autre chose de ce qu'il représente, non pas un point sur la circonférence, mais le centre autour duquel elle tourne. Ce centre, qui fuit tout raisonnement, est l'objet d'une immédiate reconnaissance de la part de quiconque. Avant de se mettre en chemin, les voyageurs de l'Antiquité tranchaient une pierre en 2 en laissant la moitié à l'hôte dont ils abandonnaient la demeure, afin que leur descendance renoue dans le temps le lien sacré de l'hospitalité en rejoignant cet entier primordial dans le temps. Je vous proposerai aujourd'hui d'entreprendre un voyage similaire pour rejoindre l'origine d'une reconnaissance qu'inscrit l'être au monde dans sa présence invisible au principe de l'histoire et rétablir le contact avec cet être qui est en nous-mêmes et qui projette à chaque instant le présent où l'on vit. Un parcours d'abord horizontal dans l'espace à travers 56 pays dans le monde et qui, avec la dernière recherche, l'archéologie de l'être avec un E majuscule, procède verticalement en arrière dans le temps. De l'éclosion de la pensée occidentale en Europe, dans la Grèce du VIe siècle avant Jésus-Christ, pour s'étendre à la nuit des civilisations de l'Antiquité, d'où elle tire son origine. Donc, d'un dehors à un dedans, d'un après-coup à un avant, un parcours de 3 décades qui interroge la figure humaine. Brièvement, avant d'introduire les 2 projets qui conduisent à l'archéologie de l'être, 2 hommes et le don, je précise qu'avec ce terme figure, nous n'entendons ici seulement le sens français, la figure du visage humain, ou bien nous l'entendons dans son sens de face, littéralement la... Qu'est-ce qu'il fait lui? Pourquoi il est parti? Façade. J'ai besoin de support, là, il est parti. Il est disparu, donc il revient. Voilà. Il ne veut pas partir. Vas-y. OK. Donc, je disais, littéralement, la façade de ce qui apparaît devant le volume entier et qui tient pour la forme cachée un figurant pour son absence. Donc, on voit le premier projet, cette première décennie, des hommes. Durant la dernière décade du millénaire qui vient de s'écouler, de 1990 à l'an 2000, le premier projet des hommes, juste en-dessus de la surface la plus extérieure de l'être, regarde la condition apparente de l'existence. En partant d'une mémoire des choses finalement que je n'avais jamais vues, ce qui porte ma recherche est une compulsion aveugle, voir, regarder, atteindre tout ce qui semble impossible à atteindre. La réalité submergée d'un idéal du mal occidental à l'écart du quotidien de la société, mais appartenant à un imaginaire collectif d'un passé récent.
Des hommes donc, qui se tiennent dans un monde à part, enfermés dans des communautés closes, faisant face à une confrontation physique extrême dans un vis-à-vis quotidien avec la mort. C'est dans ce sens-là que l'on parle non pas des catégories sociales, mais des communautés humaines liées par des liens vitaux et des fraternités, scellées par des codes d'honneur. Combattants noirs de la boxe aux États-Unis, mineurs des charbons des minières du Donbass en Ukraine, légionnaires à travers les 11 régiments de la Légion étrangère, les toreros d'Espagne, les hommes du feu, les pompiers, comme on les appelle, des villes et forêts aux États-Unis, les hommes de la mer, en Méditerranée, mer du Nord et océan Atlantique. Communauté impénétrable, puisque la confrontation directe avec la vie, tout comme celle avec la mort, elle est solitaire et cachée. Communauté uniquement masculine, puisque si elle ne perd pas ou ne renonce pas à sa condition maternelle, la femme est le vecteur passant, la matrice même de la vie, et le premier anneau dans la chaîne de la communauté humaine. 10 ans durant, chaque année, change l'angle de perception et au fil du temps, les attributs stéréotypés des pareillements extérieurs s'effacent, tout comme la spécificité de diverses communautés, en dévoilant non pas la figure d'un mâle incarné d'une force présumée, mais la personne nue, déconcertée face à sa condition éphémère. C'est seulement dans l'année de l'accomplissement de ce projet autour des réalités apparemment si différentes que se définit l'arc d'un seul horizon, la mémoire imaginaire d'une confrontation vitale avec l'existence. Après des hommes jaillit une réalité bien plus impénétrable, étendue non plus à la spécificité de l'individu, mais à la personne qui, devant l'évidence du mystère, incarne l'humanité tout entière. Contrairement aux hommes qui figuraient dans le travail précédent, les sujets ici ne sont pas eux-mêmes les sujets de la recherche. Au centre d'une roue où chaque rayon converge, le sujet, il est caché, il est invisible. C'est l'objet que tous cherchent et auquel s'adressent tous les actes qui, différemment, se répètent depuis tout le temps, partout dans le monde. Sans savoir par où commencer, comment chercher, quoi. Ce terme « don » surgit dès le début comme la seule certitude le long d'un parcours tortueux, encore une fois, de 10 ans. Le langage raconte l'histoire manifeste, l'échange entre les humains, l'histoire de la croyance, retrace l'origine de la conscience de soi et de la connaissance du monde. Devant les cycles de la nature, la voûte du cosmos, le passé ancestral, le futur intangible, les dimensions, les distances, les proportions des choses, un même frisson déploie un labyrinthe de chemins où la trame de gestes codifie l'espace-temps du rituel. Le terme don, dans le langage muet des écritures archaïques, absout la jonction transitive de l'offrande et du remerciement, consécration, ornement, hommage, grâce, mais don c'est aussi le sacrifice, et prendre, et rendre. Mais c'est surtout le sens le plus secret, celui où les contraires s'entrelacent, comme il apparaît parmi les premiers pictogrammes sumériens vers le milieu du XIIIe millénaire avant notre ère, une X au centre d'un cercle, qui veut dire caché au centre, porté dedans, donc être. L'écho des résonances et des correspondances incompatibles fluctue d'une civilisation à l'autre, mais finalement, je me demande au bout d'un moment, quelle est la pierre angulaire de ce dispositif du don, de l'offrande et du remerciement, où tous les rituels s'enchevêtrent autour du mystère de l'évidence
corporel dans son terme terrestre. C'est vraiment autour de ce passage où tout se concentre. Le don est la vie. C'est le souffle de la respiration qui le traverse, celui que l'on inspire et on expire de cet esprit que l'on rend quand nous expirons. Celui qui reste au-delà de l'individu, l'essence qui est transmise dans le sang de la descendance et qui vit dans le nom de la personne présente dans le temps pour ceux qui restent. Cette présence nous conduit maintenant à de la multiplication aujourd'hui de l'image humaine défigurée de sa propre présence par sa propre visibilité aveuglante à la figure qu'il inscrit dans sa reconnaissance invisible de soi au commencement de l'histoire. Qu'est-ce que c'est que l'archéologie de l'être? Alors arrêtons-nous maintenant un instant pour considérer, fait de temps, fait de mémoire, nous vivons aujourd'hui dans un temps de l'oubli, non seulement du passé, des choses concrètes, mais de l'oubli d'être ce que nous sommes. Être, comme nous le sommes là, maintenant, ne nous sommes plus réels, nous ne sommes pas sûrs d'exister sans la trace d'une preuve visible de notre apparition en ce moment, sans le partage simultané, cher, d'une image à un témoin distant, sans trace, sans ombre, détaché de la présence intérieure de la personne. L'apparence d'exister traverse la mémoire transitoire d'un flux indistinct qui remplace la conscience de l'être au monde et en disperse son sens. Mais qu'est-ce que c'est que le sens, sinon la texture d'un passé qui, à chaque instant, tisse son futur et dont le reflet de l'un dans l'autre engendre notre présence présente à chaque présent. La réflexion d'une mémoire qui retient, transmet la permanence, où l'être est la continuité dans laquelle elle se recueille dans la mémoire de soi. Dans le 10e livre des Confessions de Saint Augustin, nous dit que la mémoire accueille, je cite, pas les choses réelles, mais leurs images. Alors, dans la réflexion de ces images, la mémoire, sans la réflexion de ces images, la mémoire ne serait qu'une collection d'éléments épars, dit saint Augustin, sans la conscience d'être beaucoup plus de ce qui jaillit à la surface du présent. Il y a en effet une mémoire de la mémoire, une mémoire de l'oubli, une absence qui, en nous, se fait présence. Cette réflexion est pour Plotin le retournement en soi, synestei d'epistraphesa, d'une contemplation qui crée en tant que contemplation et qui appartient à celui qui, je cite, voit en soi ce qui est vu. Cette même image, comme l'explique Roberto Calasso, se reflète depuis l'hymne premier 164 du Rig Veda, je cite, deux oiseaux, un couple d'amis, sur la même branche de l'arbre, l'un mange la douce baie du pipal, l'autre, sans manger, regarde. Nominatif et accusatif, le terme humanum est la marge d'un sujet-objet, le Ilia, ce Ilia très fameux de Merleau-Ponty, que la vision contient. Le projet Humanum, voilà, s'il est réparti, oui. Le projet Humanum, l'archéologie de l'être, reconsidère la perception de la figuration humaine dans la statuaire archaïque dans son principe autoréflexif à partir de l'héritage sémantique d'une sélection d'idéotypes de l'Antiquité. C'est un jour d'orage, à la fin de l'été 2010, je viens dans les salles vides du Musée national archéologique d'Athènes, où la lumière
court sur le mur, pleuvant par éclairs des autres fenêtres. Je m'arrête 2 fois devant la même statue et soudain, je pense, elle a bougé. Enfin, je ne le pense pas, c'est une certitude. Cependant, je ne pourrais pas vraiment dire d'avoir vu cette animation qui a transfiguré la statue. À cette époque, je ne distingue pas la fonction, la période, la signification d'aucune statue, mais cet être qui est apparu là ce jour ne rentre dans aucune catégorisation et n'était certainement pas le portrait de quelqu'un. C'était l'impression de cette statue, que d'ailleurs je n'ai jamais retrouvée dans le musée, peut-être que je n'ai jamais vue, et elle est encore par contre présente à ce moment. Combien de fois avons-nous aperçu la forme d'un dragon sur le profil d'un rocher? Le moment où je reconnais le dragon sur le fond du ciel, il se dresse à jamais dans le terme qui le désigne. Il est impossible de ne plus voir les dragons, comme il est impossible d'arrêter d'espionner cette animation latente au contour mouvant du rocher figé au milieu de la mer. De la même manière, il est impossible de ne pas penser à ce mouvement où la vie semble s'accrocher au volume de la statue immobile. Mais finalement, dire penser, dire voir n'est pas correct. La lumière, en fait, c'est quelque chose de distinct de la source lumineuse. Voilà, ça semble tout bête, mais ce n'est pas quelque chose qui peut être vu ou pensé. Dans un échange de photons qui pénètre la transparence du vide à une vitesse de 299 000 km à la seconde, la lumière est la condition qui, dans l'œil, génère l'excitation des sensations visuelles au-delà de l'ordre du visible. Quand j'ouvre les yeux, essayez, avant de voir quoi que ce soit, je vois que je vois. Je vois si je vois. La clarté qui unit et qui sépare les choses de mon regard. Essayez de fermer les yeux, de rouvrir, vous verrez que vous voyez, si vous voyez, avant de voir quoi que ce soit. Comme l'explique bien Heidegger dans son commentaire au mythe de la caverne. Cette clarté transperçant l'épaisseur de l'air et qui me permet de voir et de reconnaître ce que je regarde, c'est cette lumière que je ne peux pas voir. Par contre, maintenant, si nous essayons de fermer les yeux, dans ce noir que l'on aperçoit là sous les paupières qui bougent, le manque de lumière active les cellules qui produisent la perception de l'obscurité et on réalise que finalement on voit, c'est vrai qu'on ne voit rien, on voit sans un objet de la vue. À cette faculté qui contemple sa propre perception vivante, Aristote assigne le principe de la connaissance. Or, si ici maintenant manquait la lumière, je le sais, je le vois, je n'ai pas besoin de regarder. Nous voyons en fait beaucoup plus de choses que nous regardons. La perception de la réflexion sur la rétine provoque le lien de vigilance optique d'une mémoire ancestrale des données visuelles. Mais les données visuelles atteignent l'élaboration du cortex seulement 250 millisecondes plus tard et seulement si la fixation focale s'est posée sur un objet précis. Alors je comprends ce que je regarde et je me souviens de ce que j'ai vu, autrement ça passe comme ça. Je le vois, je le sais, idéin, eidos, idée, toute la sémantique de l'idée européenne attribue dans sa généalogie grecque le voir au savoir, comme nous rappelle Derrida dans ses mémoires d'aveugle. Si dans le sens occidental, la vision est synonyme de connaissance, l'origine orientale, tout comme notre tradition archaïque, attribue l'échange entre la perception rétinale et l'impulsion du cortex, on vient de le dire, au souffle vital du cosmos. Pour Homère, l'homme voit à travers l'esprit ou dans les poumons et perçoit l'imagination visuelle à travers le souffle. Thumos. Un attribut de la conscience, le thumos habite l'être vivant dont il abandonne les os blancs quand la créature expire. Intrinsèque au principe de la vie, psyché est alors en italien c'est l'anima respiro, je n'ai pas trouvé la citation originale,
l'esprit respirant, on pourrait dire. Homère identifie Psyché avec l'ombre, Schia, l'âme, qui de la vie est l'ombre, survit dans le royaume des morts, le royaume d'Hadès. La pupille des yeux, finalement, n'est pas seulement ce vecteur des données visuelles entre la rétine et le cortex, elle est avant tout core, enlevée par Hadès dans le royaume des ténèbres. Soit elle est le contact entre la dimension manifeste du monde visible et de l'invisible. Conçu de l'inceste de maître avec Zeus, nous lisons dans le Périagalmaton de Porphyre, corps, je cite, couronné de tiges, alors les spigues et de grains, je ne sais pas comment traduire ça, elle est le symbole de la fertilité et incarne le principe vital au cœur de la terre. Estia, l'essence intérieure des choses au centre de la terre et du cosmos. Le dedans d'un dehors, qui est le dehors d'un dedans, ainsi Merleau-Ponty définit-il l'intersection en forme de Y où les fibres optiques rencontrent dans les chiasmes l'impulsion du cortex. La cavité au centre de la pupille, indivisible de sa propre présence parmi les choses dans le monde, est l'inverse d'un souffle. Je cite encore Merleau-Ponty, je ne regarde pas un chaos, le regard traverse la scène visuelle comme l'acteur la scène au théâtre, et tout comme l'acteur, il connaît son texte par cœur, l'œil du cerveau, lui, même sans regarder, il reconnaît d'un coup d'œil la scène visuelle avec toutes ses minimes altérations à chaque instant. L'esprit, en fait, préfigure et projette face à soi, face à nous, le monde comme on l'imagine, dans un continuel renversement temporel. C'est ce qui nous dit aujourd'hui la physique contemporaine de la dynamique cérébrale. Nous faisons l'expérience de ce renversement temporel en tant que perception. Dans le mot de Platon, je cite, « Quand nous regardons dans l'œil de quelqu'un face à nous, notre visage, to prosphoron, se reflète dans ce que nous appelons la pupille. Core, comme dans un miroir où celui qui regarde voit sa propre image, eidolon. Fin de citation. Les Grecs appellent eidolon l'ombre de l'être qu'après la mort s'arrête dans l'Hadès. Eidolon du thème fide correspondant au latin videre, avoir vu, et à l'allemand wissen, qui signifie savoir. Mais prenons un exemple concret là. Encore une fois, d'après l'essence de la vérité d'Heidegger, alors si maintenant quelqu'un de vous ici demandait où elle est la sortie, et on lui répondait, bah, vous voyez bien la porte, elle est là, je cite, qu'est-ce qui nous dit que c'est là, eh bien la porte, et que par là on peut effectivement sortir? Bah, il est clair, il y a voir et voir. Qu'est-ce que c'est que je vois de mes yeux et qu'est-ce qu'en fait il est aperçu en tant que qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire l'objet et le sujet même de notre attention. L'art, dans l'Antiquité, et tout particulièrement la techne de la Grèce antique, n'est pas celle d'une production comme nous entendons l'art aujourd'hui, comme n'importe quel produit du commerce, voilà. Ce qui prend forme dans l'acte humain de la techne, c'est plutôt le dévoilement de ce qui, dans la nature, ne se manifeste pas de soi. Le sens même de ce qui est absent de la manifestation immédiate, et pourtant il est présent, il est reconnaissable par nous au-delà du visible, et c'est bien ce qui nous touche dans l'art. Répétons ce mot bien connu de Benjamin, je cite, les statues, parce que c'est de ça dont on va parler là maintenant, n'apparaissent pas pour être vues comme des œuvres d'art, mais pour exister comme des objets de culte. Et donc, fin de citation, et transcender les limites du corps dans son terme temporel. De nuein, commencer, et muen, fermer les yeux ou les lèvres, le mot mystère, mysterion, ne signifie pas incompréhensible,
comme on pense souvent, et se réfère plutôt à ce qui est inexprimable. La fermeture des yeux du mystès voilé, nous rappelle Karl Kerényi, marquait l'initiation des mysteria à Éleusis, soit littéralement une entrée dans l'ombre et l'aveuglante éclosion de l'expérience métaphysique. On va voir s'il va repartir. Oui. Lorsque j'ai rencontré Victor Stoïkita, il me dit, mettant immédiatement le doigt au cœur de l'énigme, il faut comprendre quel est le critère de choix, quelle civilisation, quelle période, quelle pièce, immédiatement reconnaissable à travers les différentes civilisations. Ces têtes parsèment, sont restées trop peu de temps. Je vous les remontre, excusez-moi, parce que. Voilà, je les arrête là. Alors, immédiatement reconnaissable à travers les différentes civilisations, ces têtes parsèment comme des astres la voûte du monde antique qui le traverse complètement sur un arc de 3000, 4000 ans, des races indéfinissables, d'âge incertain, toutes, pour la plupart, sous-tendues par un même principe androgyne. Elles sont habitées de l'idée même de l'être nu. Alors, Alain Schnapp, qui est là, je remercie d'être là, me dit idéotype, le modèle, l'idée même d'une forme invisible. La représentation anthropomorphique de la statuaire archaïque, selon la signification et la fonction de la civilisation, excusez-moi, la représentation anthropomorphique, je vais y arriver, de la statuaire archaïque, selon la signification et la fonction de la civilisation où elle apparaît, interroge le principe de la manifestation suspendue, ça a l'air difficile, entre être et non-être. D'un côté, le corps de Dieu, dans sa déclinaison d'une présence hétéroclite ou bien transcendance absolue dans la plénitude de l'unité. Là, le corps humain, cet objet ultime et premier de toute connaissance et de tout visible, dans le marge d'un périmètre où il est clos au devenir de la multiplicité vivante, un corps écartelé par des pulsions continuelles de son vivant, est destiné à se disperser dans l'indéterminé, mais qui dans son seuil dernier, dans sa mort, là c'est de Jean-Pierre Vernant qui parle, il est entier. Vernant souligne combien cette unité au cœur même du passage de la vie est le lieu d'un contact inversé entre l'être transcendant et l'être terrien. Littéralement, empreinte, ça veut dire ça, typos, l'archétype est bien au-delà de la notion temporelle, incarne ce contact avec l'origine, l'arché, du principe vital. Lisons dans le Phèdre de Platon, je cite, « L'ombre de la forme, comme le corps, est une image de l'âme qui est appelée la forme du corps. » Nous avons parlé du temps où la réflexion de la mémoire du passé étend son devenir dans une tension qui s'étend à nous vers le futur. Considérons maintenant que les statues, ce sont des corps dans l'espace. Tout comme le temps, l'espace, lui, en soi, il n'existe pas. Il est aussi une forme de l'intuition du monde de la part du sujet qui conçoit un espace donné avec les corps qu'il contient, d'accord ? Au sens grec, dans l'Antiquité, l'espace est entendu à partir de la limite des corps. Cette limite, loin d'être celle où le corps se termine, elle est celle d'où s'étend l'espace qui enveloppe le corps et donc de la relation du corps avec ce qui l'entoure. Dans les considérations sur espace et sculpture, Heidegger pose une question tout à fait géniale. Je cite « À quoi nous fait
a-t-elle pensé l'idée d'espace? Qu'est-ce que c'est qui lui est propre en tant que tel? L'espace fait de l'espace. Il fait place et s'inscrit en nous comme une empreinte. Mais alors, qu'est-ce que c'est qu'une empreinte? Pensons pour un instant à nos pas. Aux empreintes de nos pas, toutes différentes, toutes par contre qui identifient notre personne invisible qui promène les pas dans le monde. L'empreinte est une impression, elle est l'essence de ce qui nous porte dans chaque pas. L'empreinte est celle du sceau dans la pierre qui l'imprime, ou bien c'est la matrice de la cire qui la reçoit. Selon Didier Huberman, je cite, l'empreinte scelle le contact d'une absence. De même, l'archétype est avant tout l'image unique et différente au fond des yeux de qui observe. L'archétype est chacun de nous face à l'archétype. C'est la présence, tout comme le dit Plotin tout à l'heure, qui s'anime, prend vie en nous que la contemplons. Cela pourrait arriver à n'importe qui de vous ici à Paris qui, traversant la Seine, montrer au premier étage du département égyptien du musée du Louvre, en haut de l'escalier, en marbre, s'ouvrent les ailes de deux grands salons. Alors, vous tournez vers la droite, vous dépassez la première salle, vous atteignez une pièce somptueuse aux parois en bois. Là, au milieu de deux grandes fenêtres, presque seule, apparaît la tête Solt parce qu'elle vient de la collection homonyme de M. Solt, rose, nue, une tête humaine d'une époque controversée, quand même, autour du XVIIIe, XXe siècle avant Jésus-Christ, nous dit son conservateur Christophe Barbotin. Si lointain, pour un instant, essayons de s'imaginer l'immensité des millénaires, 20 siècles avant notre ère. Les dynasties, les empires, les temples, les jardins qui s'effondrent derrière elles, pourtant intactes dans son bloc en calcaire peint, aujourd'hui elle est immobile face à nous. Sa présence est une marge intérieure et antérieure, intérieure et antérieure, donc dedans et devant, au regard qui la traverse et la fixe au-delà des yeux, où le regard se confond avec la vision. Écoutons encore une fois la voix de Merleau-Ponty dans Le visible et l'invisible, je cite, « C'est de ces choses que nous ne pourrions pas rêver de voir complètement nues, parce que l'œil lui-même les entoure de sa chair, si bien que la vision nous semble venir d'elle. » Suite à ma rencontre avec la tête Solt en 2013, j'ai tout de suite envoyé à la direction du département égyptien, d'antiquité égyptienne du Louvre une demande pour travailler sur l'œuvre. Ma demande reste longtemps sans réponse, puis un jour, je reçois un non sans appel. Alors, j'attends 8 mois et je réessaie à nouveau. La convocation du nouveau conservateur, M. Rondeau, est arrivée en 2 semaines et me demande pourquoi, parmi tant d'autres dans tout le musée, vous avez choisi cette pièce. Veuillez, s'il vous plaît, m'expliquer qu'est-ce que vous voudriez faire. Alors, on explique ce qu'ils sont en train de voir là. Il s'agit d'un protocole d'exécution, selon les statuts, 8 à 12 heures, où j'emploie entre 9 à 12 films de 12 images, donc très peu, sur une journée entière. C'est un processus très lent. Et tout ça sur support argentique, sur négatif d'argent. Donc la dynamique des séances implique 12 positions de lumière, le statut ne bouge surtout pas, et autant de variations millimétriques du parallaxe, c'est-à-dire la caméra est sur le trépied, le trépied est rivé au sol, pas vraiment rivé, mais enfin il est figé au sol. Et à chaque lumière, les lumières par contre, elles bougent, à chaque lumière correspond
chaque variation de l'angle de prise de vue, support analogique, lumière continue. Mais moi, j'étais restée avec l'idée de mouvement. Elle a bougé au début. Donc cette première intuition impliquait une séance ordonnant le flux des images d'une transfiguration dans le temps. Là, comme nous venons de le voir là tout à l'heure, on va en voir d'autres, disons que cette vision, ce morphing d'images l'une dans l'autre, ça marche, ça fonctionne pendant que nous, on est là, qu'on en parle, sans la statue elle-même. Mais puisque le sens ultime et dernier de mon travail, c'est surtout pas d'exposer des photographies, parce que finalement, on ne pourrait pas vraiment exposer ce qui, par définition, est invisible. Même, c'est l'invisible. Donc, plus humblement, j'aspire à ce que mon travail convoque cet invisible que la statue contient au fond de nous, au fond de notre esprit, afin que sa présence jaillisse en nous. La ressemblance de la mimésis photographique ne reproduit pas ce qui nous entoure, et contrairement à ce qui est généralement entendu par rapport à la photographie ne prouve nullement l'existence d'aucune réalité. La photographie est littéralement entendue dans son sens étymologique ici, soit fausse graphie, très lumineux, donc de ce qui, de l'obscurité, vient à la lumière. Il s'agit donc d'un face-à-face, projetant l'expression d'une réalité intérieure, la mienne, la vôtre, de celui qui regarde, parce qu'on l'a dit avant, on projette ce qu'on voit tout le temps dans sa réflexion extérieure. Donc, bien plus étonnant que la séquence de film. Oui, elle est spectaculaire, là, comme ça, dans une salle, mais finalement, moi, je m'aperçois qu'en regardant ce film, mes yeux se distraient, parce que nos yeux sont tellement habitués à regarder des images, des vidéos, tout ça, qu'on se distrait. Par contre, quand j'étais là, que je montais la séquence, il y a une autre ordre, il y a une dynamique invisible où la séquence, elle, renaît de soi différente à chaque instant. En fait, la première fois où je commence à monter cette séquence, j'avais découpé sur ma table plein de petites figurines de la statue et je les retournais dans tous les sens pour faire l'ordre. Et c'est là où je me suis aperçu qu'en fait, il était impossible de détourner le regard, mais surtout, c'était impossible de le contrôler. Moi, que je pense toujours de voir ce que je veux, comme je veux, etc. En fait, non, je n'arrivais pas à regarder où je voulais. N'étaient plus les yeux qui fixaient les images, étaient les images à fixer les yeux. Alors, dans un nombre multiplié par lui-même, symbole d'une déclinaison infinie, je composais alors 3 ensembles d'images différentes, respectivement 2 carrés de 4 et 9 images, et une frise de 9 images. Vous en avez vu quelques-uns passer, là, vous en verrez d'autres. Si le paradigme, comme on dit, d'un verbe décline la possibilité de son être à tout moment où je l'imagine, la forme statuaire est le modèle du grec paradigme, intrinsèque à une transfiguration illimitée. Ainsi, j'ai nommé paradigme ces ensembles. Simone Weil nous rappelle que si nous observons attentivement l'image d'un cube, nous réalisons finalement que les angles ne semblent pas droits. Pensez-y un instant, c'est drôle. Les côtés ne semblent pas parallèles, ni les lignes semblent avoir la même longueur. Cependant, personne n'a jamais douté face à un cube que l'objet observé n'était pas un cube. En fait, l'être invisible de la forme cubique apparaît à l'œil de l'esprit qui reconnaît l'entier de son volume. L'information nous notifie un communiqué, enfin, toutes les informations qu'on reçoit, mais n'importe quel impulse, hein, c'est quelque chose qu'on reçoit qui nous est communiqué. Excusez-moi, il faut s'arrêter.
Et que cela nous plaise ou non, c'est une impulsion que nous recevons de l'extérieur, d'ailleurs de plus en plus fréquemment, puisque c'est la nature binaire, non seulement des nouvelles, des news, mais de toutes relations informatiques. Quelle est la différence? Pourquoi on arrive là à parler de ça? Vous le comprendrez dans un instant. Quelle est la différence entre l'information et le sens? Qui décide que quelque chose a du sens ou veut rien dire? Le sens, je le reconnais, on le reconnaît, je veux dire, c'est n'importe quoi là ce que vous dites. Vous pourrez penser par exemple maintenant, je le reconnais, c'est-à-dire je le connais deux fois, je le reconnais, il est déjà à moi. Tout comme le cœur bat la vie d'ici jusqu'à la pointe de nos poils sur la peau. La nature ternaire du sens, contraire de l'information qui est binaire, est le vecteur d'un lien qui est simultané dans le cœur, la pointe des poils. Quand je lève les yeux, par exemple, pour regarder l'horizon, la pupille se rétrécit pour atteindre ce point lointainissime et le ramener à son intérieur. Alors, si l'idée d'horizon n'était pas déjà à moi, avant de lever les yeux, je ne pourrais même pas imaginer de le regarder. Le sens est une immanence où deux points éloignés dans l'espace-temps se regardent et se touchent, où le principe et son terme, l'intention et le fin sont le même point, le même instant. En 2012, dans les volumes de l'édition originale de Les Voix du Silence, nous voilà, d'André Malraux, je vois pour la première fois une tête mystérieuse qui ressemble à un Brancusi. Je ne savais rien ce que c'était. Les années. Mais par contre, ça me touche. Je dis, qu'est-ce que c'est que ça? Je regarde ça. Et alors, il y en a plusieurs. Vous connaissez cette série, c'est archi connu. Il y a plusieurs têtes. Et toujours, ça revient, cette tête-là. Mais je ne savais pas ce que c'était du tout. Il n'y avait aucune manière de comprendre. Bon, les années passent, mais cette tête reste clouée dans ma tête. Passent d'autres têtes statuaires, d'autres civilisations, jusqu'à un jour, 4 ans après, je suis finalement en Irak. Je traverse Bagdad, atteinte l'entrée du musée de l'Irak, je traverse les contrôles armés, les scanners, les grilles métalliques, les salles silencieuses du musée de l'Irak, et finalement je monte par l'échelle qui mène à l'aile sumérienne du musée de l'Irak, au premier étage, et je vois, après 4 ans, ce corps matérique de 21 cm de haut, de 15 cm de large, qui pèse 3,9 kg, que j'ai tenu dans ma main, est apparu dans le monde il y a 52 siècles, dans le 3200 avant notre ère. Et à ce moment, je revois face à moi cette figure qui m'avait habité pendant 4 ans, la dame de Varka. Cette tête, volée et mystérieusement, on est presque à la fin, mystérieusement réapparue après le pillage du musée de l'Irak en 2003, avait été découverte en 1939 dans les sanctuaires d'Eleanna, au centre du corps des temples de la ville d'Uruk, on dit la première urbanisation du Proche-Orient ancien. La dame de Warka apparaît dans Uruk au même moment où les premiers pictogrammes qui codifieront l'écriture cunéiforme des Sumériens. Elle apparaît au sein du même millénaire où l'ordre social de la communauté humaine prend forme. Les travail s'organise dans des métiers. On invente la rue, l'irrigation des terres, et la vie, la connaissance éclot dans toutes les directions. La dame de Warka apparaît au cœur de ce qui devient le premier état dont elle est le symbole de la naissance, la terre entre deux fleuves. Attendez, on s'arrêtera un instant. La terre entre deux fleuves, pas seulement le Tigre et l'Euphrate, la Mésopotamie, la terre et la terre du milieu, tout comme peut-être vous vous souvenez de ce vase aux eaux jaillissantes que dès 700 ans plus tard, les Goudéas, vous voyez les têtes des Goudéas, serrent dans les mains sur leur poitrine. C'est un vase avec 2 flots d'eau qui sortent des 2 côtés. Les eaux de ce même fleuve
d'où la vie découle et s'écoule. La dame de Huarca incarne le mythe de la déesse Inanna, je ne le savais pas, représentée par les faisceaux du roseau, enfonçant à moitié ses racines dans la terre. J'aurais dû vous le montrer, quel dommage. Mais enfin, vous pouvez l'imaginer. Enfonçant ses racines dans la terre sous l'eau, donc le voile de la vie, et s'élançant à moitié vers le ciel. Symbole de la vie et de la fertilité, ne rappelle pas quelqu'un? Première étoile du matin, lumière dans la nuit, la déesse Inanna, alias la dame de Huarca, et le contact entre le visible et l'invisible, je laisse à votre imagination, qui est celle que je nomme pas, dont on a parlé tout à l'heure. Depuis le début décembre jusqu'au 6 mars 2018, cette année, là, au musée de l'Irak de Bagdad, la dame de Huarca, l'archéologie du sens, c'est le titre d'une présentation, le premier dispositif muséographique de ce projet dont on vient de parler. Comme l'écrit le conservateur Lucio Milano, le professeur Lucio Milano avec qui j'ai travaillé, je cite, le concept de présence est un instrument heuristique où l'objet contemplé se renverse continuellement entre le sujet de l'original sculpté et le sujet observateur. La présence d'une statue à l'âme en sumérien suffit-elle de la déclarer présente, existante, réelle? Et comment pourrait-il en être autrement si l'homme, créé à partir d'un grain d'argile, tout comme une statue, est un produit, on dirait une figure, de la divinité invisible? Pour nous, la réappropriation du sens des images et des œuvres du passé n'est plus seulement celle d'une vision épisodique des pièces individuelles, mais celle d'un regard plus conscient tenant compte des éléments du sens de l'œuvre que l'œuvre était donnée dans l'Antiquité et projetée en avant dans une expérience active qui prend compte de celle de l'observateur d'aujourd'hui. En plus des œuvres paradigma que vous venez de voir, placées devant la dame dans l'aile sumérienne du musée de l'Irak, le dispositif comprend 2 autres muséographies et qu'on a 3 œuvres composées chacune de 36 images extraites de la photogrammétrie des 3600 images que je viens de faire d'après une topographie à 360 degrés autour de la surface, toute la surface sculptée du corps statuaire, et qui, en collaboration avec l'Institut de communication, information et perception de la Scuola Sant'Anna de Pise, avec le professeur Bergamasco, réalise cette année le premier atlas interactif dynamique d'une œuvre archaïque. L'atlas sera présenté à Venise à la fin de cette année, en même temps que le dispositif de Bagdad, avec, on l'espère, ils ont signé, tant qu'elle n'est pas là, je ne crois pas, mais enfin, la tête originale de la dame de Huarca, pour la première fois, il vient d'enlever l'embargo, en dehors de l'Irak, et en Europe, à Venise, à l'occasion du 150e anniversaire de l'université Ca' Foscari, vous êtes tous invités, avec qui j'ai réalisé ce travail. Il y a aussi 3 tableaux, je ne vous montre plus que ça, des dessins que j'ai fait faire, parce que j'ai toujours rêvé, les dessins, ça nous porte dedans le corps statuaire, ça nous fait imaginer. Aujourd'hui, on voit trop, on n'imagine plus. Donc, d'après ma photogrammétrie, on a reconstruit les volumes statuaires dans 3 ordres de sa réalité, les mesures invisibles intérieures au volume à partir du système de prospectiva pingendi de Piero della Francesca, les projections orthogonales, auxquelles normalement se réfèrent les archéologues, donc projetées sur un plan bidimensionnel, finalement sont en dehors du corps sculpté, et la structure physique du corps sculpté dans les déniveaux de ces lignes de contours. L'évolution humaine ne repose pas sur l'accumulation d'informations, on vient de le dire, mais sur la mémoire du sens, il ne faut pas l'oublier. Elle repose sur cet enracinement dont parle Simone Weil au cœur de notre origine culturelle, de notre origine humaine, et qui, bien avant, ça c'est le mot de Simone Weil,
les droits de l'homme, c'est l'obligation absolue envers la personne dans sa stature vivante. Aujourd'hui, alors que la perception de la présence humaine est défigurée de sa présence, parce qu'on se pique, on n'est pas sûr d'être là sans une photo, de sa présence dans le monde par sa visibilité aveuglante, elle semble s'effacer de cette histoire dans laquelle elle avait inscrit sa figure invisible, dont l'archétype humain est le contact avec l'autre moitié de la pierre de notre voyage qu'on vient de terminer. Je vous laisse seul avec la dame de Warka, 2 minutes. Merci beaucoup. Alors, un grand merci, Giorgia Fiorio, pour ce parcours. Je viens à côté de toi. Fascinant. Alors, peut-être que tu dois. Ah, viens ici. Oui, oui. C'est mieux. Alors, c'était un parcours fascinant dans l'espace, mais aussi dans le temps, surtout la seconde partie. Un grand merci de nous avoir ouvert ton laboratoire. Alors, j'imagine qu'il y aura des commentaires ou des questions à poser. Moi, je profite de ma position pour
poser la première question. Justement, cette installation finale que tu nous as montrée, la Dame de Huayca, que tu as fait revivre d'une certaine façon. Alors, c'était vraiment oui, une impression presque hypnotique de voir comment une statue, peut-être la plus ancienne, non, la plus ancienne figure humaine du monde, vit encore. Alors, ce que je voudrais te demander aussi pour le public, ton travail, donc cette animation, tu l'as dit, mais peut-être pas d'une façon très claire. Comment ça se passe, donc, ton travail de photographe, artiste qui travaille avec l'ombre et la lumière, d'un côté, avec un objet en principe inanimé. Est-ce que tu pourrais encore une fois nous éclaircir un peu comment tu arrives à donner de la vie à cette statue? Je dois te passer le micro. D'accord. Non, je l'ai toujours. Voilà. Oui. Ben, finalement, après que j'avais vu j'avais perçu qu'il y avait cette chose qui en fait tient de la lumière et que donc il fallait travailler sur la lumière. Mais c'est quelque chose de très délicat. Et moi, je me place face à la statue à une certaine position qui est frontale, orthogonale au sol. J'ai fait la mise au point au milieu des yeux. Par exemple, la tête saule que vous avez vue là tout à l'heure du musée du Louvre, elle est un peu comme ça, elle tourne un peu d'un côté. Moi, j'ai mis 45 minutes seulement pour placer la caméra. J'avais 8 heures, j'étais terrifiée. Puis finalement, je l'ai sur un axe central. Là, vous commencez et vous vous dites, je ne vais jamais y arriver. Ça se passerait, c'est une statue, elle est là. Et puis à un moment donné, vous commencez à bouger la lumière autour de ça. On est dans le noir, on bouge cette lumière, et soudain, on s'aperçoit, en regardant de la caméra, en fait, pour moi, ça se passe vraiment dans cette chose. Si vous faites comme ça, vous excluez tout ce qu'il y a autour, en regardant de la caméra, finalement, je vois à un moment donné que ses yeux me regardent, nous regardent. Mais en fait, ce n'est pas seulement la caméra, c'est nous, c'est la manière vraiment où on se pose face aux choses pour le voir. D'autant plus que vraiment le sens ultime de cette tête était celle de nous, de porter cette conscience à nous dans le temps. Et en fait, elles sont encore aujourd'hui, elles sont arrivées là, et nous, face à elles, nous pouvons les éveiller. N'importe qui de vous, en face d'elle, peut éveiller une de ces statues avec son bagage de millénaires. Et en fait, elle vit dans nos yeux, elle s'anime dans nos yeux. C'est nous où elle vit. Et c'est vraiment ça, le sens de l'archétype. Alain Schnapp pourrait peut-être me toi aussi et le dire mieux encore. C'est vraiment le sens. Mais moi, je ne savais pas tout ça quand j'ai commencé, du tout. Et après, voilà, je reste 9 heures devant la statue. Le temps, 9 heures, ça passe à une vitesse pas possible. Sur la Dame de Huayca, j'ai travaillé 3 jours, parce qu'on ne pouvait travailler que le matin, parce qu'à 15 heures, pour une question de sécurité, ils fermaient tout. Donc, voilà. Et donc, j'ai recommencé chaque jour. Et c'était vraiment, chaque fois, à recommencer, à retrouver ce moment. Mais puis, à un moment donné, par exemple, dans La Tête saule, moi, j'avais fait que 9 films. Et dans le 8e film, il y a 3 des images les plus importantes, tout d'un fil, comme ça, à un moment donné, j'ai dit, qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait? Mais et je me dis, est-ce que c'est moi qui vois ça? C'est tellement émouvant. Moi, j'ai vu vraiment beaucoup de choses de ma vie. Je n'ai jamais vu rien de si émouvant que ça.